Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h, édition au cours de laquelle nous reviendrons sur les événements marquants du jour, au premier rang desquels le lancement officiel aujourd'hui des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Un comité avait vu le jour l'an passé pour coordonner toutes les actions qui rythmeront les 2 prochaines années à venir pour aller jusqu'en 2022, date du centenaire. Le président du comité, Robert Fillon, viendra lever le voile sur cette programmation. La Sûreté publique adhère au pacte national pour la transition énergétique, l'occasion de présenter les bureaux temporaires installés au stade Louis II. Après l'explosion meurtrière et lourde de conséquences survenue à Beyrouth cet été, la mobilisation ne faiblit pas. Plusieurs associations de Monaco sont venues en aide aux Libanais dont un très grand nombre vit dans la précarité la plus totale. Domitille Lagourgue, directrice de Mission Enfance, rentre du Liban. Elle nous racontera ce qu'elle a vu et nous expliquera quels sont les besoins sur place. Nous prendrons de la hauteur pour longer les falaises du Rocher où des faucons pèlerins ont trouvé refuge. Une grande opération de nettoyage a été menée. Elle va permettre de répertorier notamment ce qui a été trouvé sur place. Reportage à suivre. Mais pour débuter donc ce journal, place au centenaire de la disparition du prince Albert Ier qui sera célébré en 2022. Et d'ici là, de nombreux événements seront organisés. Une conférence de presse a été donnée aujourd'hui et le président du comité est notre invité ce soir. Bonsoir Robert Fillon. Bonsoir à vous. Quel est le rôle et comment est composé ce comité? Le comité de commémoration Albert Ier est composé de différentes entités monégasques et de différentes entités extérieures aussi, qui toutes ont en commun de pouvoir participer à cette célébration du 100e anniversaire du décès du prince Albert Ier. Et ce soir, nous venons d'exposer donc le programme des événements, des actions, des expositions que nous allons réaliser tout au long de l'année 2022, c'est l'année essentielle puisque c'est l'année anniversaire, mais aussi en 2021 et dès l'année 2020. Le lieu choisi aujourd'hui pour lancer la première manifestation des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier est très symbolique. Le lieu est très symbolique, c'est le lycée donc, qui porte le nom d'Albert Ier depuis 1960. Albert Ier avait fait beaucoup pour l'éducation en principauté de Monaco. Il croyait à la science, il croyait au savoir comme facteur d'émancipation de l'humanité. Par ailleurs, il avait fait venir à Monaco un professeur de philosophie, Armand Lunel, qui était aussi un écrivain. Il a eu le premier prix Renaudot pour son livre Niccolò Peccavi, qui porte sur l'affaire Dreyfus. Et Armand Lunel a formé la philosophie des générations entières de lycéens. Et donc, pour célébrer sa mémoire, la salle polyvalente porte désormais le nom de salle Armand Lunel. Découvrons ensemble, Robert Fillon, le programme des événements à venir jusqu'en 2022. Alors, jusqu'en 2022, il y a énormément de choses. Alors, il y a un programme d'événements à Monaco, avec notamment un colloque multidisciplinaire qui a lieu en 2022, février 2022, autour de l'œuvre d'Albert Ier pour faire dialoguer des différents spécialistes dans différents domaines. Il y aura également une exposition de Tiner. Tiner était le peintre le plus connu qu'Albert Ier avait emmené avec lui dans ses expéditions. Donc cette exposition aura lieu à la salle du quai Antoine Ier. Il y aura aussi des manifestations et des colloques, notamment un colloque autour de la Constitution de 1911 qui a été voulu par Albert Ier. Et à l'extérieur, nous avons quelques temps forts comme à Oslo une exposition au Fra Museum, qui est un musée très connu d'Oslo, une exposition également et l'érection d'une stèle à Longyearbyen, qui est dans l'archipel des Svalbard, où Albert Ier avait réalisé un grand nombre d'expéditions. Également au Portugal, puisque Madère et les îles qui dépendent du Portugal avaient été un terrain extrêmement important pour les recherches d'Albert Ier, qui avait également beaucoup fréquenté Lisbonne. Donc il y aura à Lisbonne une exposition consacrée à Albert Ier qui rappellera l'époque où il réalisait des travaux scientifiques au Portugal. Il avait contact également avec la famille royale du Portugal et il était très fréquemment sur le territoire portugais et dans les eaux portugaises. Il est important de préciser qu'un site internet dédié est disponible et consultable.
Oui, dès aujourd'hui, le site internet est ouvert. Donc, il est facile à trouver. Il y a une adresse donc, qui sera l'adresse centrale de tout ce qui sera bon à connaître sur le prince Albert Ier. Alors, à la fois le programme des célébrations organisées par le comité, des documentations, une partie, disons, un petit peu plus académique qui sera construite au fur et à mesure, au fil des mois. Et ce site internet est complété comme il se doit par une présence sur les réseaux sociaux, donc qui existe dès à présent, sur Facebook et Instagram en particulier, de manière à montrer que le prince Albert Ier est quelqu'un dont l'œuvre reste toujours vivante et qui a des choses à nous dire sur la vie d'aujourd'hui. Robert Fillon, le président du comité des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, était notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un nouvel adhérent pour le pacte national pour la transition énergétique, la sûreté publique. La signature a eu lieu aujourd'hui en présence du prince souverain, qui avait été d'ailleurs le premier signataire de ce pacte. Le récit de Sandrine Nègre sur des images d'Olivier Bonello. Par cette signature, tout près de ces nouveaux locaux temporaires au stade Louis II, la Sûreté publique rejoint le collectif d'acteurs engagés au quotidien en faveur de l'environnement sur le sol monégasque, car cette adhésion au pacte n'est pas simplement un symbole, elle s'accompagne d'engagements concrets, des engagements que la Sûreté publique a déjà commencés. Nous avons engagé au niveau de nos personnels un tri sélectif. Au niveau des bureaux, donc il y a des recyclages papier qui sont faits. Il n'y a plus de gobelets en plastique, c'est essentiellement donc des carafes en verre. Il y a également de l'éclairage LED qui est petit à petit installé au sein des locaux de la Sûreté publique, que ce soit à la direction ou dans les postes périphériques. Il y a également une transition qui se fait au niveau des véhicules, puisque nous achetons, on essaye en tout cas d'acheter tout ce qui n'est pas opérationnel pour l'instant, des véhicules 100% électriques. Adhérer au pacte est aussi un moyen de sensibiliser un plus grand nombre de personnes pour conduire ensemble la principauté vers une décarbonation en 2050. La démarche aujourd'hui de la Sûreté publique est donc essentielle au sein même de sa structure, mais pas seulement. Et aussi également les équipes de la Sûreté publique, partenaires de la transition énergétique aussi à l'extérieur. Si je peux donner un exemple, l'accompagnement sur la compréhension des incivilités, quand on jette un masque, quand on jette des gants, des choses comme ça. Les équipes de la Sûreté sont là à nos côtés sur ces sujets-là pour sensibiliser, voire s'il le faut, sanctionner ceux qui n'ont pas les bons comportements. Sachez aussi que vous pouvez désormais vous engager grâce au numérique à travers la plateforme pacte-coachcarbone.mc. Fabien Bonilla nous a rejoint. Vous allez nous parler de Pierre et le loup. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Et oui, un des plus célèbres contes musicaux pour enfants, Pierre et le loup, a été composé par Serge Prokofiev en 1936 dans le but de faire découvrir les instruments de l'orchestre symphonique aux plus jeunes. Eh bien, la bibliothèque Princesse Caroline propose cette découverte sonore ce jeudi à 10h. C'est gratuit. En revanche, il faut s'inscrire en composant le 93 15 22 72. Jeudi toujours, mais en soirée, une opération caritative est organisée en faveur du Liban. Une soirée pour récolter des fonds en faveur d'une école sinistrée à Beyrouth précisément. Des donateurs ont offert des lots pour la tombola dont le montant sera confié à l'association Les Amis du Liban pour reconstruire cette école. Cette soirée est organisée par le Lions Club et le Zonta Club ce jeudi, vous l'avez dit. Là aussi, il faut réserver en composant le 06 09 18 76 22. Oui, nous avons tous encore en tête les images et le bruit sourd de la terrible explosion survenue au mois d'août dans le port de Beyrouth. Les conséquences ont été extrêmement lourdes dans un pays qui se trouvait déjà au bord du gouffre, en plein cœur d'une crise politique et économique sans précédent. Très rapidement, la communauté internationale s'est mobilisée et Monaco n'a pas fait exception. Nous évoquions le Lions Club à l'instant. Parmi les associations qui sont intervenues figure Mission Enfance. Sa directrice est notre invitée. Bonsoir Domitille Lagourgue. Bonsoir Patricia. Vous vous êtes rendue sur place, la population est en grande détresse. Oui, et ce que j'ai vu au Liban m'a profondément touchée parce que je sais bien que depuis 30 ans, ce pays avait beaucoup de mal économiquement et qu'il y avait toujours une justification humanitaire à apporter à cette population libanaise. Mais là, ce n'est plus seulement de l'humanitaire, c'est une solidarité internationale qui est nécessaire parce que ces populations aujourd'hui,
tout le cœur de Beyrouth a été détruit et de nombreuses familles qui n'étaient pas forcément des familles riches ou même la classe moyenne, aujourd'hui sont terriblement touchées. Ce n'est pas Oui, que le cœur de Beyrouth. on a le sentiment que c'est une véritable descente aux enfers pour le Liban. Je crois que l'on estime à 60% le taux de la population environ qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Oui, moi je pense que les chiffres, il faut toujours un petit peu s'en méfier, mais c'est vrai qu'il y a sans doute une grande aggravation de la situation économique des Libanais. Et derrière ces belles maisons d'inspiration ottomane, on voit aujourd'hui des personnes qui vivent là avec leur famille et n'ont absolument plus les moyens de les nourrir. Alors comme c'est un peuple qui est très digne, il ne manifeste en rien sa colère, ni même son ressentiment, même pas, ils ne tendent pas la main. En tout cas, nous avons épongé énormément de larmes et nous avons surtout vu un peuple qui est très courageux. Ils ne veulent plus entendre parler de résilience parce qu'ils trouvent qu'au nom de la résilience, on leur fait avaler de trop grosses couleuvres aujourd'hui. C'est dans ce chaos que vivent des milliers d'enfants. Il y a au moins, c'est-à-dire que le Liban est composé de 4,5 millions d'habitants. Dans la ville de Beyrouth, je ne sais pas combien d'enfants sont, mais des milliers d'enfants sans doute sont en recherche d'aide humanitaire. Et puis surtout que l'on puisse financer leur scolarité. Ça, c'est très important parce que sinon, que va devenir ce pays, cette génération d'enfants qui n'aura pas pu aller à l'école? Donc pour qu'ils puissent revenir, il faut aussi que les écoles soient debout, que les salles de classe soient debout. Donc là, nous avons visité des écoles, dont une que nous allons soutenir et que nous soutenons d'ailleurs parce que nous avons commencé les travaux pour refaire les murs, remettre des vitres dans les salles de classe. Nous avons 18 salles de classe que nous allons complètement rénover, de façon à ce qu'au moment où le présentiel sera redémarré au Liban, on puisse vraiment remplir ces salles de classe d'enfants. Comment peut-on aider Mission Enfance ? Alors nous, pour nous aider, ce sont des fonds, des dons financiers. Ce ne sont pas des dons que l'on verse comme ça. Il y a une visite dans chacune des familles. Les besoins sont exprimés par chacune des personnes rencontrées. Et elle nous dit exactement, moi c'est pour l'école de mon fils, moi c'est pour refaire les travaux de ma maison qui a été détruite, moi c'est pour manger. Mais l'hiver, et on le sait, va être très dur pour les Libanais et pas seulement à Beyrouth. Domitille Lagourgue, merci pour ce témoignage fort et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de petits gestes lorsqu'il s'agit d'aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Une opération périlleuse à présent, mais qui sera sans nul doute riche en informations. La direction de l'environnement et le conservatoire d'espaces naturels viennent de procéder au nettoyage des aires des faucons pèlerins situés dans les falaises du Rocher. Cela va permettre aussi d'étayer les inventaires nationaux sur l'avifaune, c'est-à-dire sur l'ensemble des oiseaux de la région. Reportage signé Vanessa Dessy, Serge Prémont et Sylvain Péroumal. C'est dans les falaises du Rocher qu'un couple de faucons pèlerins a élu domicile. Dans le cadre de ses missions de suivi, la direction de l'environnement a réalisé un nettoyage des aires. Cette opération consiste à récolter la totalité de leur contenu. Là, on a nettoyé, on a ramassé tous les petits restes qu'il y avait dans le nid, à savoir que le dernier nettoyage était fait il y a 10 ans, en 2010. Et donc ça nous permet de voir tout ce que le rapace a ramené dans son nid ces 10 dernières années. Considérée comme patrimoniale en principauté, cette espèce protégée aujourd'hui apprécie les bonnes conditions écologiques. Ces populations ont été fortement diminuées après la Seconde Guerre mondiale. C'est une espèce emblématique qui, il y a une trentaine d'années, même un peu plus, a eu pas mal de problèmes de survie. Les oiseaux étaient empoisonnés par des produits agricoles, par des pesticides. Et donc ils ont failli, peut-être pas disparaître complètement, mais la population était en très très mauvais état. Donc les mesures de protection françaises ont été très efficaces. Et Monaco étant une petite enclave dans le département des Alpes-Maritimes, l'ensemble de la population en a profité. Cette deuxième opération permet d'évaluer l'évolution de la quantité et du nombre d'espèces chassées par les faucons.
Tous les restes seront analysés par un ostéologue afin de déterminer le régime alimentaire. Nous passons aux prévisions météo. Quel temps est-il prévu mardi 20 octobre ? Eh bien, la journée de mardi sera principalement ensoleillée. Les températures sont de saison. Il fera de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h51 pour se coucher à 18h38. Et ce mardi, nous célébrerons la Sainte Adeline. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous être fidèles quotidiennement sur Monaco Info. Et pour se quitter, c'est une tradition, l'album photo du jour signé Manuel Vitali avec ce retour sur la signature aujourd'hui par la Sûreté publique du Pacte pour la transition énergétique. La Sûreté publique qui dispose désormais de nouveaux bureaux temporaires au Stade Louis II. Très belle soirée à tous. À demain 19h sur Monaco Info.